Bonjour à tous. Si quelqu'un peut me dire si le son est bon, quand il y aura quelqu'un de connecté, pour que je sache si je garde le casque ou pas. Donc j'attends que vous arriviez. En attendant, je vais m'initier un petit peu au direct, parce que c'est la première fois. Et je connais pas trop. Alors en attendant, je regarde, tant que vous arriviez. Donc là, je peux commenter. Voilà, on va attendre. Tu veux dire bonjour, Zora? Je ne sais pas comment on fait là. Ah si, là. Tu dis bonjour? Maman Féfé. Voilà, on va attendre que les gens ils arrivent. Si vous êtes là, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, c'est le thème incarnation-réincarnation que vous avez choisi par le biais du sondage qu'on a mis sur la page. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo qui permettra à chacun d'entre vous de poser ses questions et que je vous y répondre du mieux que je peux. Voilà. N'hésitez pas, c'est ma première, alors soyez un petit peu tolérants. J'attends vos questions quand vous serez prêts. Surtout me dire si le son est bon. Ah, c'est quoi ça? Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne, alors on va attendre avant de mettre trop d'options. Sinon, je risquerais de faire des bêtises. Donc, pour les personnes qui sont connectées, si vous avez des questions sur le thème... Ah, c'est bien de m'avoir dit, Timable. Alors, attends. On va voir à ça. Est-ce que là, ça va mieux? Dis-moi si ça va mieux le son. Sinon, j'enlèverai le casque. Avant de répondre à ta question, est-ce que le son est correct pour toi? Alors, on doit avoir un temps de décalage au niveau d'espace-temps. Nickel. Alors, pour répondre à ta question, oui, bien sûr, on peut se souvenir des endroits et c'est ce qui nous permet de savoir qu'on est lié au terrain, aux endroits, aux personnes. Quand on sent qu'on a un vécu, il y a une connaissance qui se fait. Il y a une reconnaissance qui se fait. Tu peux très bien te retrouver dans un endroit où tu peux avoir le sentiment d'être déjà venu, ou de reconnaître les odeurs ou les endroits, par la vision ou par le ressenti intérieur. Donc oui, tout à fait, on s'en rappelle. On a les mémoires de toutes nos vies antérieures.
mais on n'a pas tous conscience. Tout n'est pas réveillé. Ça dépend du plan d'incarnation qu'on a choisi d'expérimenter dans cette vie-ci. Donc si c'est pas utile qu'on se rappelle d'un endroit particulier ou d'une vie antérieure particulière, elle ne sera pas révélée. Si elle n'a pas de but d'évolution pour nous dans notre incarnation. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que j'étais assez claire dans mon langage avec mon accent du Nord? Désolée si ça bouge un peu, mais je suis avec le portable. Je devais le faire avec l'ordinateur, mais ça n'a pas été possible. Donc on fait avec les moyens du bord. N'hésitez pas à poser vos questions. Le Facebook, il est là pour ça. Parce que si c'est moi qui commence à parler, ça risque de durer longtemps. C'est possible que ce ne soit pas juste une impression, mais une mémoire de vie que tu as vécue avant. Que le fait que tu sois très attaché, c'est que tu as gardé certainement des valeurs qui sont liées à ce que tu décris dans l'Afrique ou dans ce que tu décris ici. Moi, par exemple, je suis très affectée par le pays du Canada. J'ai un amour immense pour le pays du Canada. Et en fait, c'est parce que j'ai vécu plusieurs vies là-haut et que j'y étais très très bien. Et du coup, je suis très attachée à leurs valeurs, à leur culture, à la nature qu'ils ont par chez eux. Ah, bah ça, il n'y a que toi qui peux le savoir en fait, selon, selon ton niveau de conscience. Alors, je veux dire par là que le fait d'évoluer dans différentes incarnations nous permet d'évoluer en conscience. Donc plus tu évolues en conscience, plus tu as acquis de la sagesse. Donc quand on est une vieille âme, en général, on est plus dans l'acceptation des choses. On est en avance sur l'acceptation des choses par rapport à d'autres personnes. Des choses qui sont difficiles. On a aussi comment dire, des perceptions beaucoup plus subtiles que ce que les personnes autour de toi peuvent ressentir ou percevoir. Disons qu'on va plus en profondeur et on se sent plus apte à guider les autres quand on est une vieille âme. On est plus riche dans les vies antérieures, donc du coup, on a plus d'expérience, pas forcément dans la vie incarnée dans laquelle on vit, mais dans les vies antérieures, et du coup, on a tous ces bagages-là qui nous permettent d'avoir une compréhension beaucoup plus vaste qu'une jeune âme. Tout à fait. Voilà, ça s'explique aussi par les dons. Euh, comme tu dis, ça se révèle à soi. Et c'est à travers ça que tu peux prendre conscience du fait que tu sois une vieille âme parce que tu as comment dire, une façon de les expérimenter, ces dons-là, qui est différente des autres personnes qui le font en tant que métier. Quand on est une vieille âme et qu'on a ses acquis, on expérimente ces dons-là d'une façon différente, beaucoup plus profonde,
beaucoup plus subtil et sans protocole, je dirais, parce qu'en fait, c'est inné en soi. Les connaissances, on les a déjà acquises. Donc, on n'a plus qu'à les manifester, en fait. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on est en train de dire ou par rapport à un autre sujet qui est lié encore à l'incarnation ou à la réincarnation, n'hésitez pas. J'arrive à lire en même temps que je parle, malgré les petits écrans. N'hésitez pas à poser vos questions, surtout parce que c'est là, la vidéo est faite pour ça. Il faut savoir que pour comprendre son incarnation, euh, il faut comprendre qu'on est lié à tout le monde. Tout le monde est un reflet de soi. Alors je dis pas l'effet miroir parce que ce n'est pas ce que c'est pas ce que l'on voit de l'autre qu'il faut regarder, c'est ce qu'on ressent de l'autre. Et dans l'effet miroir, j'entends plus le fait de regarder, voir avec sa vision des choses que de ressentir. Donc je préfère dire est un reflet de soi. Alors, les âmes jumelles, qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, les âmes jumelles, ce sont deux âmes qui sont arrivées à un niveau de conscience qui est, je pense, pour moi, dans ma compréhension des choses, euh, qui est, je dirais, égal. Comme des jumeaux, ils ont le même âge, même date de naissance. Je pense qu'elles ont acquis ensemble un même niveau de conscience et qu'elles se retrouvent dans une vie pour expérimenter ce niveau de conscience à un plan beaucoup plus divin, beaucoup plus intérieur que des âmes qui ne sont pas liées aussi intimement dans la conscience des choses. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, Christophe. Comment savoir à quel niveau de vie antérieure est-on? Alors là, c'est une question que beaucoup se posent. Euh, En général, on se la pose pour savoir à quel niveau de conscience on est. Sauf que c'est une erreur de questionnement parce que eh ben, on évolue à l'infini. On a toujours quelque chose à expérimenter, à vivre. Et donc, on ne peut pas nombrer les choses. On ne peut pas quantifier, on ne peut pas donner du temps aux expériences de l'incarnation ou des réincarnations parce qu'elles sont on évolue sans cesse, la vie évolue sans cesse et on ne peut pas rester avec un nombre défini. Donc comment le savoir je ne saurais pas t'y répondre parce que pour moi, il n'y a pas de quantité de vie antérieure. En fait, il faut pas chercher à avoir un niveau de conscience ou un niveau de vie antérieure. Alors, il y en a beaucoup qui parlent de euh, comment on dit ça
les rayons sacrés qui sont par rapport aux anges, aux archanges. On peut se référer à ça, mais je le conseille pas entre guillemets parce qu'après ça nourrit le mental en fait. Et on se fixe à quelque chose qui n'est pas sûr parce que c'est quelqu'un qui nous le renvoie. Alors à moins que ce soit un guide ou un archange ou quelqu'un de très haut élevé dans la lumière qui vous le dit, on peut difficilement savoir vraiment à quel niveau on est. Et je pense pas que ce soit essentiel pour sa propre évolution. Je pense qu'il est important d'apprendre à se connaître et de chercher à travers ce qu'on vit, ce qu'on est venu expérimenter. De ne pas chercher un niveau de quelque chose puisque le niveau ne s'arrête jamais en fait. Alors finalement, je ne réponds pas à ta question au plan direct, mais je ne vais pas dire quelque chose qui ne résonne pas en moi par rapport à ma compréhension des choses. Est-ce que ça répond quand même un peu à ton questionnement intérieur? Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure pour les vieilles âmes, euh, elles ont pour moi des incarnations assez difficiles. Parce que plus on évolue, plus on avance dans la conscience, plus les choses deviennent difficiles parce que on va de plus en plus en profondeur de nos mémoires. On peut comparer, sans vouloir parler de religion, à ce qu'a vécu Jésus. Ça n'a pas été facile pour lui de vivre cette incarnation au plan du corps. Donc on peut s'imaginer que pour arriver à sa conscience à lui, on a beaucoup de travail. Parce qu'avant tout ça, on doit accéder à une sagesse et à un amour vraiment, je dirais pas inconditionnel parce que le terme au plan terrestre, il est mal défini, mais un amour pur pour l'autre, pour la vie et surtout pour soi. Voilà. N'hésitez pas pour vos autres questions. Essaye de bien me caler. Salut Elodie, salut Cassandra, je vois que vous êtes là. Oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est très, très lourd à supporter. Mais il faut se dire que plus c'est difficile, plus on acquiert de la force pour évoluer et pour aider les autres. Toute difficulté est là pour nous enseigner notre force intérieure. Eh ben, Bidouche, si je me trompe pas de bouton, je pense que tu auras le replay. Parce que comme c'est ma première vidéo en direct, là en bas j'ai le bouton terminé. Je pense qu'après je pourrais partager en espérant pour que vous puissiez revoir le replay pour les questions qui ont été posées avant. Ah bah Maxime, tu es là? Mais les incarnations sont jamais faciles, hein. Faut pas croire que les personnes qui arrivent ici, qui ont l'argent, qui ont les biens matériels que l'on pourrait vouloir avoir ou
qui semblent d'extérieur aller bien, ça ne veut pas dire qu'ils ont une incarnation très facile. Elles viennent juste expérimenter la matière au sens large de la richesse, mais ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui vivent très bien intérieurement. Alors, et quand les personnes ne veulent pas d'aide, c'est que ce n'est pas le moment ou pas à nous de les aider. Quand les personnes ne veulent pas d'aide, il ne faut pas les forcer. Tu ne peux pas... tu peux montrer le chemin par ton exemple, mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à lui ouvrir une porte émotionnelle qui est trop difficile pour elle d'ouvrir. Si par exemple tu as une personne qui a la peur du vide, tu vas pas l'emmener en haut d'une montagne comme ça du jour au lendemain. Il faut qu'elle prenne la décision de te dire, de te demander de l'emmener. Mais une fois qu'elle l'aura demandé, elle sait pas dans sa conscience que ça va lui demander beaucoup sur elle, beaucoup de changements, beaucoup de choix, parce que la montagne ne se gravit pas comme ça. Et donc, hormis le choix de vouloir le faire, il y a des actions à faire derrière. Et c'est les actions souvent qui nous font reculer parce que les changements qu'on doit faire sont très difficiles. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à vivre leur incarnation parce qu'elles savent les choses, mais elles se sentent pas capables encore de les faire, de les manifester, de les créer. Et, du coup, ça crée beaucoup de déséquilibre intérieur. Et dans ces cas-là, déjà, on se sent très très seul parce qu'on a une compréhension une perception des choses qui est vraiment unique à soi-même et on se sent pas vraiment compris par l'autre. Et pour se faire comprendre, ben, il faut s'ouvrir. Donc c'est un peu ambigu de vouloir et de pouvoir le faire. Il y a beaucoup de marches avant à grimper et beaucoup de choses à dépasser avant. Alors c'est une question que c'est pas le moment. Ça peut être pas le moment pour la personne et ça peut être pas le moment pour toi parce que si tu es dans une action de vouloir aider l'autre, mais que toi tu n'as pas acquis ce que tu veux lui transmettre, ben finalement c'est pas le moment parce que tu dois d'abord toi-même acquérir ce que tu veux enseigner. Tu peux pas, tu peux pas demander à quelqu'un de manger un légume que toi tu n'aimes pas. Il faut déjà que tu aies essayé de l'avoir mangé avant de dire oui j'ai testé, je peux comprendre que ce légume-là il soit pas bon parce que ben, il envoie ça comme odeur ou voilà il procure ça à l'intérieur donc je peux comprendre ce que tu ressens. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de tu peux pas demander à quelqu'un d'aller faire une course à pied si toi-même tu cours pas. C'est pas possible. Il faut montrer l'exemple. Et pour montrer l'exemple, faut vraiment que la personne ressente que tu as l'expérience. Que tu ne parles pas de quelque chose qui vient juste de ta tête. C'est quelque chose que tu as vécu. Et c'est comme ça que la personne, elle peut recevoir ce que tu lui transmets. Parce qu'elle va ressentir ton expérience. Parce que tu vas dégager dans ton ressenti, dans ta parole, dans tes gestes, dans tout ce que tu vas dégager. Et c'est ça que la personne va accueillir à l'intérieur d'elle-même pour permettre cette ouverture. Alors, Bidouche, comment peut-on voir ses vies antérieures et à quel moment on arrête de se réincarner? Eh bien, tu peux voir tes vies antérieures en méditation. Tu peux voir tes vies antérieures en rêve. Tu peux les avoir en vision juste comme ça parce que tu es sur un lieu que tu reconnais, comme on parlait tout à l'heure.
n'a pas accès à ces vies antérieures, je dirais facilement, parce que ça demande du travail intérieur. Et le travail intérieur, il demande des étapes. Et ces étapes-là, faut les respecter parce que tu peux très bien vouloir ouvrir la porte d'une mémoire de vie antérieure et ne pas être prêt dans ta conscience à le recevoir. Et du coup, ça peut engendrer des troubles émotionnels. Parce que par exemple, si dans cette vie tu adores les enfants et que tu veux vraiment les protéger et que tu leur donnes tout ce que tu peux leur donner comme amour, et qu'on te révèle que ce que tu fais aux enfants est là pour réparer ce que tu as fait dans une vie antérieure ou dans laquelle tu as torturé, assassiné ces enfants. Si tu n'as pas la conscience du lien de ta vie antérieure avec ta vie présente, ça peut provoquer un choc. Donc il est important de prendre conscience des choses, au moins d'avoir la compréhension et l'ouverture d'esprit d'accepter que tout soit lié et qu'il y a quelque chose à apprendre de ce qu'on vit. Il ne faut pas aller chercher la vie antérieure juste pour nourrir le mental, l'état d'esprit. C'est pas possible parce que arriver à un moment ou à un autre, c'est pas évolutif, donc ça va bloquer quelque part. Alors, à quel moment on arrête de se réincarner? Quand on a acquis la conscience suprême, donc tu peux t'imaginer, ouais, je reviens encore à Jésus, mais quand tu as acquis la conscience qui permet d'être dans un amour vraiment pur et inconditionnel par rapport à tout ce qui vit, et que tu as acquis toutes les expériences qui sont là pour te faire évoluer en conscience. Que tu n'as plus rien à réparer, que tu n'as plus rien à guérir. Je pense qu'il faut beaucoup, 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 beaucoup de vie avant de pouvoir dire stop dans la réincarnation. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est l'infini. Donc on ne peut pas, on pense qu'il n'y a qu'un seul univers, mais il y a un univers dans un univers, dans un univers, dans un univers et dans un univers. Donc les réincarnations sont vraiment infinies. Quel est ton point de vue sur les réincarnations animales? Ça dépend comment tu poses ta question. Est-ce que tu veux savoir si on se réincarne en animal ou est-ce que tu veux juste savoir comment se passe l'incarnation des animaux? Parce que les animaux sont des guides, mais c'est des âmes aussi qui sont en expérience. Elles n'ont pas tout et acquis quand elles arrivent. Elles sont là pour nous faire travailler des choses, mais qu'elles-mêmes expérimentent aussi. Mais elles ont quand même un niveau de conscience qui est beaucoup plus élevé que la nôtre, parce que les animaux fonctionnent plus à l'instinct que nous. Nous, on est plus dans le raisonnement, dans l'analyse, et ça occulte notre côté instinctif. L'animal, il est plus dans le côté protecteur. Lui, il ressent, il agit. Nous, on ressent, on analyse et on agit. Ou on n'agit pas. Donc, on est complètement différents. Malgré qu'on soit liés, on a une façon de vivre qui est différente. Et ça se respecte. Ça se respecte dans... tu ne peux pas penser comme un animal ne peut pas penser comme toi. Alors, attends, je remonte. Oui, tu peux comparer à Bouddha.
des des êtres qui ont acquis la sagesse, la grande sagesse et qui peuvent maintenant enseigner parce qu'ils ont acquis cette profonde pureté intérieure. La signification de cet animal. Exemple, tu t'incarnes en loup. Pourquoi passons-nous par là? Bonjour, Œil Céleste. Alors, le loup est un animal de nature sauvage qui vit dans les montagnes et c'est un animal de meute. Dans le loup, dans l'incarnation du loup, il y a cet instinct de respecter le chef de meute. Il y a une hiérarchie qui se respecte chez les loups. Le chef, par exemple, mange toujours avant les autres. Alors, si on doit se réincarner en loup, ça peut avoir plusieurs sens, parce qu'il n'y a pas qu'une seule... pour un seul symbole, il n'y a pas qu'une seule expérience. Il y en a des centaines et des centaines. Tu peux, par exemple, t'incarner en loup pour justement travailler ce côté hiérarchie. Tu peux être un loup qui n'est pas chef de meute et du coup accepter la hiérarchie que tu n'as pas su accepter en tant qu'être humain, par exemple. Chercher la nourriture, apprendre à ne pas avoir l'acquis et donc à ne pas avoir de la nourriture tous les jours, à boire tous les jours, à dormir au froid, même s'ils ont le poil adapté, même s'ils ont le corps adapté. C'est des incarnations différentes, c'est des vies différentes où on apprend différentes choses et on apprend aussi le partage. Ce sont des animaux qui vivent en meute, pas des animaux qui vivent tout seuls. Donc tu peux aussi, à travers cette expérience, vivre quelque chose qui est en lien avec la solitude ou l'isolement. Une petite mouche qui tourne. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que le son, ça va toujours? Parce que des fois, je parle vite. Enfin, c'est pas des fois, c'est tout le temps en fait. Je t'en prie, Bidouche. Si j'ai répondu à ta question, c'est le principal. Ah bah c'est super les filles, alors tant mieux. C'est pas facile de faire une vidéo en direct sans avoir des personnes en face de soi, avoir juste sa tête. Donc je fais l'effort de m'adapter à la nouvelle technologie et de permettre à des personnes qui sont pas près de chez moi ou qui ne peuvent pas toujours se déplacer de pouvoir communiquer comme ça à distance. Non, Bidou, je sais pas combien de vies j'ai eu, mais je sais que je suis une vieille âme par rapport à tout ce que j'ai pu recevoir dans mes rêves, par rapport à ma conscience des choses très petites. Mais je ne sais pas combien de vies j'ai eu et en fait, pour être honnête, ça m'intéresse pas parce que je ne cherche pas euh, à quantifier ma conscience en fait. Et comment je pourrais te dire? Parce que tu peux très bien avoir une incarnation qui dure où tu vas mourir à l'âge de 20 ans et une incarnation où tu vas mourir à l'âge de 70 ans. Sauf que peut-être que tu vas en apprendre plus en 20 ans de vie qu'en 70 ans de vie. Donc finalement, de quantifier les choses, enfin, pour moi, c'est pas très intéressant. Ah, c'est gentil les filles.
En plus, j'ai le téléphone dans la main, alors c'est pas facile. Il y en a pour qui c'est important de quantifier, de... Je pense que c'est une question de se sécuriser, à dire, oh ça va, je suis là, je me sous-estime pas, mais il y a d'autres façons de s'estimer que de quantifier les choses. On est trop habitué ici, dans l'incarnation terrestre, à quantifier les choses, à les mettre dans des cases, à les... Voilà, donc si on peut sortir de ça dans le côté spirituel, c'est mieux. À quoi sert de connaître ses vies antérieures? Eh bien, ça sert à te connaître et de savoir à quoi tu es, qu'est-ce que tu es venu expérimenter ou quel gros blocage tu as à libérer en fait. Je vais te donner un exemple. Euh, Moi, j'ai eu, il y a quelques années, il y avait quelqu'un que je supportais pas dans le regard. Pourtant, c'est du jour au lendemain, c'est arrivé. Il y a eu quelque chose dans son regard qui me dérangeait vraiment profondément et je ne supportais même plus la présence de cette personne. Et je me suis posé la question après plusieurs semaines. Je me suis dit, non mais là, il y a quelque chose à comprendre parce que tu ne peux pas rester à côté de cette personne-là parce qu'elle te dégage alors que ce que tu ressens n'est pas du tout ce qu'est la personne. Et du coup, je me suis interrogée, j'ai demandé, comme j'aime bien comprendre par les rêves, j'ai demandé à ce qu'on m'indique dans les rêves qu'est-ce qui me dérangeait chez cette personne-là et qui faisait résonance à l'intérieur de moi-même. Et j'étais dans une période à cette époque-là où j'avais beaucoup de colère. Pas envers la personne, hein, mais de la colère en général. Et du coup, on m'a révélé en rêve un nombre. Et quand je me suis réveillée, j'ai tout de suite compris en fait que c'était juste ce nombre que je devais retenir du rêve. Donc, du coup, j'ai tapé ce nombre sur Internet et j'ai fait la découverte que dans une vie antérieure, donc tu peux regarder sur Google, ça existe, la secte des assassins. Et tu pourras découvrir l'histoire de ces personnages-là, qui, si je me souviens bien, c'était un homme islamiste qui ordonnait au peuple d'adhérer à ses croyances et à ses pratiques sous peine d'être torturé, tué. Donc en fait, j'étais cette personne-là. Et donc, du coup, j'ai compris pourquoi... qu'est-ce que me renvoyait ce jeune homme qui me dérangeait fortement dans son regard. Il me renvoyait du coup cette colère intérieure que j'avais contre moi-même et qui me renvoyait à une colère face aux hommes. Donc du coup, depuis, je fais un travail là-dessus pour, euh, pour libérer cette colère vis-à-vis de l'homme en général. C'est pas toujours facile, mais quand on a la connaissance de ce qui nous bloque, c'est plus facile quand même de faire les actions parce que on a une compréhension derrière, on a une logique, on a un lien qui se fait et du coup on se sent moins seul face à ça. Et, du jour où j'ai compris et que j'ai accepté que j'avais cette part en moi violente, colère et perverse et tout ça, de ce que cet homme-là était dans, ce que j'étais dans cette vie-là intérieure, ça a changé complètement mon regard sur la personne qui me l'a renvoyé et j'ai plus été dérangée par cette personne-là parce que j'avais l'acceptation de ce que j'étais en fait. Maintenant, je fais le travail d'accepter ce côté masculin en moi que je rejette à travers le masculin manifesté dans cette vie ici. Je ne suis pas du tout raciste, au contraire. Je ne suis pas ce qu'était cet homme-là dans cette vie antérieure, mais je dois m'en guérir. Donc du coup, je dois me reconnaître déjà dedans, même si je ne le suis pas aujourd'hui.
pour faire le travail dessus. Donc les vies antérieures nous permettent d'avoir la compréhension de soi et la compréhension de nos blocages profonds. Mais je pense que pour accéder à ces vies antérieures, il faut être prêt, vraiment, parce qu'il y a des actions qui doivent se mettre en place derrière. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être déstabilisant de vouloir ouvrir une porte qu'on n'est pas prête à ouvrir. Mais c'est très utile et je pense qu'on a accès à ces vies antérieures-là quand on est prêt à faire le travail, quand on est prêt à recevoir déjà l'information de ce qu'on a été et quand on a une conscience qui est quand même assez évoluée pour pouvoir l'intégrer en soi. Donc pour moi, ça reste... Je dis pas que c'est fondamental de le savoir, mais à certains moments de vie, je pense qu'il y a certaines vies qui sont importantes à connaître pour pouvoir mieux se comprendre dans cette vie-ci. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Maxime? Alors, comment fais-tu pour libérer cette colère? Eh bien, la colère, il faut l'affronter. C'est-à-dire que, par exemple, un jour, j'ai dit, je ne ressentais plus la colère à l'intérieur de moi. J'avais fait un long travail dessus, de canalisation, d'acceptation des choses, d'acceptation des autres. Et je me suis dit, oh super, j'ai plus de colère, je suis libérée, tranquille. Et une fois qu'on libère quelque chose au plan de la parole, forcément, toujours derrière arrive un événement qui vient nous tester, entre guillemets, pour voir si on a véritablement acquis ce qu'on a dit. Et 5 fois dans la journée, on a testé ma colère. 5 personnes ou 5 événements dans la journée ont mis à l'épreuve ma colère et durant les 5 fois, j'ai réagi avec la colère. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai souri, je dis bah tu vois Alex, t'as encore pas acquis cette sagesse, tu as encore de la colère. Donc du coup j'ai repris toute ma journée, ce qui s'était passé, pourquoi j'avais réagi comme ça, qu'est-ce que j'avais ressenti, qu'est-ce qui a provoqué cette colère. Et là j'ai commencé à faire un travail dessus, sur ces choses-là, un travail d'acceptation et de... Surtout, en fait c'est surtout un travail d'acceptation des autres et un travail d'acceptation du reflet de soi. Donc en fait, à chaque fois qu'on a une émotion qui est comme celle-ci, qui est impulsive, parce que la colère celle-ci, elle est très très impulsive. Je dirais qu'il faut faire le travail de se remettre en question chaque fois qu'on peut derrière chaque chose qui nous met en colère. Si tu as une personne qui t'énerve et que tu réagis sous la colère, moi, par expérience, peu de temps après que ça arrivait, des heures ou des jours après, suivant le temps que je mettais à me raisonner, je reprenais ce qui s'était passé et j'essayais de prendre les choses avec du recul. Donc, je n'y mettais pas mon émotion personnelle, je ne mettais pas la perception que j'avais de l'autre. J'essayais de prendre les choses d'un regard complètement neutre pour savoir qu'est-ce qui... pour avoir une compréhension vraiment totalement sans jugement, sans ressenti, sans rien. C'est vraiment une analyse extérieure. Et ça m'a beaucoup aidé de prendre les choses avec le recul. Parce que du coup, on n'est plus dans le regard de soi, on n'est plus dans le regard de l'autre, on est dans quelque chose qui est extérieur. Et plus tu pratiqueras cet exercice-là, plus tu arriveras à le faire rapidement dès qu'il y a quelque chose qui te met en colère. Et plus du coup, tu vas te rapprocher de ta colère et pouvoir faire un travail dessus plus approfondi, de jour en jour, de semaine en semaine, suivant ce que tu as à travailler par rapport à la colère. Mais les colères, elles sont
comme la peur, comme toutes ces choses-là, il y a plusieurs colères. Tu peux très bien avoir la peur de l'autre, la peur du vide, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Donc tout ça, c'est des colères que tu dois identifier pour savoir à laquelle te correspond et laquelle tu dois travailler. Et c'est l'autre qui va te donner, l'autre qui va te mettre en colère, c'est lui qui va te donner cette identité-là. Et c'est en prenant du recul que tu vas pouvoir l'identifier. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais euh, c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Et pour moi, ça a été très bénéfique. Attends, je remonte. Comment? Attends. Je suis en train de regarder ton message, Bidouche. Ben, en fait, Bidouche, c'est ton masculin intérieur que tu essayes d'aller sauver. Et le fait que tu ailles dans le mal, c'est-à-dire que tu vas dans tes profondeurs sombres. Donc, je dis pas que c'est des choses comme on dit souvent, le bas astral. Je veux pas dire ça, c'est comme tu le dis là souvent après, c'est l'angoisse. Donc, quand je dis émotion sombre, c'est tout ce qui est peur, angoisse. La colère en fait partie, parce que c'est des faiblesses. Euh, Tu vas à l'intérieur de ça pour pouvoir te libérer toi-même. Et le fait que tu le rêves, si je reprends bien, donc je me vois toujours dans le rêve. Donc t'es quand même dans une action où tu cherches à aller te sauver. Donc tu n'es pas juste spectatrice dans le rêve, tu es actrice. Et ça montre que tu es déjà dans ta conscience, en train de faire ce travail dessus en fait, pour te libérer de ton masculin. L'angoisse, tu arriveras à la dépasser puisque tu es dans cette étape de libération. Donc il faut prendre son mal en patience, comme on dit, et te faire confiance parce que c'est juste un combat intérieur de toi-même à toi-même. Et il faut savoir que toutes ces choses-là sont temporaires. La colère, la peur, la maladie, la tristesse, tout ça, ce sont des choses qui sont temporaires, elles sont initiatiques. Et si on fait un travail dessus, si on les accepte, on ne vit pas avec toute la vie. On s'en libère à un moment ou à un autre. Donc, pas d'inquiétude pour ton... Alors, attends, hop. Oui, Elodie, ça a été très long et je fais encore un travail dessus. Je dis pas que j'ai tout acquis. Par contre, mes ressentis intérieurs sont beaucoup plus sages. J'ai beaucoup plus de compréhension des autres, beaucoup plus d'acceptation des autres parce que je m'accepte mieux, je me comprends mieux. Et même si je ne porte pas dans la conscience dans laquelle je suis aujourd'hui, ces choses que j'ai pu être avant, elles font quand même partie de moi. Donc, je fais un travail dessus pour aider ceux qui le vivent euh, à trouver le chemin de la libération. Parce que j'ai vécu, parce que j'ai la compréhension et que maintenant j'ai l'expérience pour pouvoir donner les clés pour y arriver. Comment te dire J'ai eu une fois, par exemple, une personne qui a été violente avec quelqu'un de ma famille euh, et qui, dans son action, était dans une fuite. Et du coup, n'avait pas de reconnaissance de ce qu'elle venait de faire à la personne. Donc, ce que moi j'ai fait instinctivement, c'est que je me suis mis face à la personne et c'est tout mon côté violent qui est ressorti, tout mon côté
autorité, droiture. Donc, je n'ai pas laissé cette personne partir et je lui ai fait comprendre qu'il fallait qu'elle reconnaisse ce qu'elle venait de faire et que malgré qu'elle soit un homme, qu'ils étaient trois même, qui était beaucoup plus grand que moi, qu'il n'avait pas bonne réputation, dans mon esprit, ça n'existait pas. Et en fait, j'ai pu utiliser cette violence intérieure pour me mettre à son niveau, en fait, à la violence de cette personne. Mais j'étais pas dans la même conscience. Donc du coup, je n'étais pas dans l'agression. J'étais dans l'autorité, dans l'imposition. J'ai fait face à sa violence, lui montrer que moi, en tant que femme, je n'avais pas peur de lui. Et lui, du coup, s'est retrouvé à son côté féminin, devant son côté féminin. Et il a été sensible, en fait, de ce que j'ai dégagé. Et le résultat, c'est que tout s'est bien fini. Avec les choses qui se sont passées après, tout s'est rétabli. La personne, il y a eu un dialogue, le conflit s'est résolu, voilà, tu vois. Mais voilà, j'ai utilisé mes mémoires de vie antérieure, de violence et d'autorité, à bon escient pour faire montrer à la personne que moi aussi j'avais cette énergie en moi et que j'en avais pas peur parce que je l'acceptais. Et ça m'a servi de très bon exemple parce que quand on revient après à sa raison, on se dit, t'as été dangereuse. Mais non, parce que j'étais dans l'instant présent, j'ai utilisé une énergie en moi qui était le reflet de l'autre et bah, finalement ça a servi à tout le monde. Ah, cet homme est dans ta vie, pas seulement dans tes rêves. Mais qu'il soit dans ta vie ou dans tes rêves, pour moi c'est la même chose. Sauf que euh, à la différence, c'est que comme il vit dans ta vie, là, il vit vraiment dans ton plan conscient, dans ta vie vraiment présente. Quand il est dans les rêves, il vit dans le plan inconscient. Donc il peut être n'importe où dans le monde. Là, il vit dans ton... S'il vit avec toi, il vit dans ton intimité. Donc il fait vraiment partie de quelque chose proche de toi, à l'intérieur. C'est quelque chose euh, qui vit en toi, mais qui n'est pas loin. Cet homme-là que tu dois sauver, il est prêt en fait il est près de toi, ton masculin, il a besoin de se libérer pour pouvoir t'équilibrer dans ton féminin et dans ton masculin. Et je pense que tu es beaucoup plus même que tu sois une femme, je pense que tu es beaucoup plus dans ton côté féminin que ton côté masculin. Et que ce côté masculin protecteur dont tu as besoin, il faut que tu ailles le chercher à l'intérieur. C'est pour ça que tu dois le sauver comme une mère. Parce que c'est toi qui as besoin de ce côté protecteur. Mais ce côté protecteur, tu ne peux pas aller le chercher chez l'autre. L'autre, il est qu'une part de toi qui te montre ce que tu as besoin ou ce que tu es. Donc c'est à toi d'aller libérer ce côté protecteur intérieur. C'est gentil, Elodie, merci. Alors, si je comprends bien, on doit accepter. On doit tout accepter. On doit accepter son côté ombre, ses côtés ombre et ses côtés lumière. Il faut tout accepter de soi. On n'est pas, euh, on n'est pas seulement l'ombre, on n'est pas seulement la lumière. On est le tout. On est toutes les personnes qui nous entourent. On est toutes les personnes qui sont dans l'humanité. Même si on n'est pas proche d'eux, on est quand même liés. Donc tout ce qu'on peut voir à l'extérieur de notre vie familiale ou amicale ou intime est quand même lié à nous. Donc tout ce qui nous dérange dans le monde ou chez les autres sont des déséquilibres en soi. Et c'est tout ça qu'il faut accepter pour pouvoir arriver à être équilibré à l'intérieur dans ses émotions. Quand tu sais qu'il y a quelque chose qui te dérange chez l'autre, c'est pas ce que l'autre te renvoie qui compte, c'est pas l'image qui te renvoie ou c'est pas ce qu'il te dit, c'est ce que tu ressens. Et c'est là-dessus qu'il faut prêter attention pour pouvoir
pour pouvoir facilement trouver la petite faille intérieure que tu dois réparer. Et donc tout ça, ça amène à la maîtrise de soi. C'est ce que moi j'ai fait avec ce jeune homme qui m'a montré cette violence et que j'ai confronté. J'étais dans la maîtrise de mon côté violent et j'étais pas dans la violence physique ni verbale. J'étais juste dans l'énergie pour lui montrer que dans cette énergie-là, j'étais égale à lui parce qu'elle faisait partie de moi, malgré qu'on soit de nature différente, puisque c'était un homme et j'étais une femme. Et là, il y a la maîtrise qui s'installe. Et quand il y a la maîtrise, forcément, les choses, elles se dissouent. Alors attendez, je redescends parce que du coup j'étais remontée. On doit aimer tout ce qu'on est. Exactement, Julien, c'est tout à fait ça. Et tout ce qu'on est, c'est le reflet de tout ce qui vit. Autant les animaux que la nature, que les êtres humains. Tout ce qui est vivant fait partie de nous. J'avais l'impression, dans l'intuition que... Ben voilà, très bien. Merci Julien, du moment que je suis compréhensible, c'est ce qui compte. Oui, c'est dans l'obscurité qu'on voit mieux la lumière, c'est exactement ça. Tout à fait. On ne peut pas avoir de la lumière sans ombre et on ne peut pas voir l'ombre sans la lumière, c'est exactement ça. Alors c'est toujours sombre en ce moment, et ça dépend de quel côté sombre vous parlez. Euh, Parce que c'est tout sombre, mais ça peut être dans votre vie sociale, ça peut être dans votre relation familiale, ça peut être dans vos émotions intérieures, ça peut être... il y a toujours de la lumière partout. Il faut juste sortir de l'ombre pour pouvoir voir avec recul les choses. Il ne faut pas rester dans l'ombre. Il faut observer l'ombre. Alors, comment on fait pour observer l'ombre? Eh bien, en fait, c'est comme si que vous étiez dans une pièce noire ou dans une forêt en pleine nuit et sans téléphone, sans aucun contact et sans lumière. La seule chose qui va vous guider, c'est votre ressenti, votre intuition. Donc votre écoute intérieure. Donc la seule façon de sortir de l'ombre, c'est de s'arrêter un moment pour se poser et s'écouter à l'intérieur. Ah, j'ai pas enlevé le son. Hop. Mais on est tous responsables de notre vie, donc du coup, on peut pas incriminer l'autre. On n'est pas des victimes, on est des victimes responsables. Et ça change toute la perception des choses. Alors, dans la vie, vous êtes seul. Par rapport à l'incarnation enfin, par rapport au thème de la discussion d'aujourd'hui, euh, selon comment vous vivez à l'intérieur de vous ou chez vous, comment vous vivez vos relations, euh, soit dans une vie, vous avez abusé des relations, et du coup maintenant, on doit s'introspecter, et du coup, on doit faire un moment de solitude pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui nous désaccorde avec l'autre. Et il n'y a que en étant tout seul qu'on arrive à le faire. C'est une chance, la solitude, parce qu'il ne faut pas prendre ça pour du négatif, parce que la solitude, c'est ce qui m'a permis
à moi de me connaître et d'acquérir ces connaissances et ces capacités euh, sans la solitude, sans l'isolement que j'ai voulu avoir, je n'aurais pas évolué aussi vite. Moi, je dis toujours que la solitude, c'est une liberté et que la liberté, ça n'a pas de prix et qu'il faut la prendre, il faut la saisir parce que on manque beaucoup de liberté dans ce monde. On est beaucoup connecté à tout. On est relié à tout ce qui est Internet, tout ce qui est... Voilà, toutes les choses vont vite. Et du coup, on est en manque, entre guillemets, de temps pour soi. Ces moments de solitude où on est vraiment dans le calme et ces instants-là sont riches, sont importants. Donc il faut les prendre. Il ne faut pas prendre une séparation ou la perte de quelqu'un comme une triste nouvelle parce qu'au contraire, c'est un cadeau pour nous recentrer sur nous-mêmes. Et, et c'est comme ça qu'il faut prendre la solitude. Je dis pas que c'est facile, mais plus on le fait, plus on se donne du temps pour soi, moins on souffre de la solitude et du rejet des autres ou du manque de l'autre, puisqu'on est bien avec soi-même. Et c'est très important d'être bien avec soi-même. Parce que si on attend d'être bien avec l'autre alors qu'on n'est pas bien avec soi-même, forcément il arrivera un temps où il va y avoir un décalage, une dissonance qui va faire que on sera plus bien parce qu'on va rechuter. Mais on va rechuter parce qu'on s'est donné l'illusion que tout allait bien alors que finalement c'était juste une illusion et que c'est pas ça la vie, c'est pas ça s'occuper de soi, c'est pas ça vivre. Et faut se servir de cette solitude-là. Donc faut pas dire que la solitude c'est de l'ombre ou que tout est sombre autour de soi parce que, comme il disait tout à l'heure, c'est dans l'ombre qu'on voit la lumière. Donc votre lumière intérieure. Alors je regarde. Hop. Est-ce qu'on choisit sa vie ou cela n'est pas écrit d'avance si on peut la modifier en fonction des choix qu'on fait? Tu as le libre arbitre, tu es donc le libre de tes choix, bien que tu aies une mission ici. Alors, pour répondre à ta question, Bidouche, je rejoins Julien, ce qu'il dit en dessous. Tu as un plan d'incarnation. Tu es venu expérimenter quelque chose de précis. À travers cette expérience que tu as choisie et qui n'est pas encore dans ta conscience, parce que c'est une expérience que tu vas... C'est un plan d'incarnation que tu vas découvrir au cours de ton évolution. Donc du coup, tu vas l'expérimenter sans vraiment savoir que c'est ça que tu expérimentes. Donc du coup, tu vas faire des choix. Et c'est ces choix-là qui vont te guider sur quoi tu es destiné à être, à expérimenter. Quel que soit ton choix, tu reviendras toujours à ce que tu as choisi d'incarner. C'est ce que tu as choisi d'expérimenter. Le libre arbitre, en fait, c'est des chemins. C'est comme si que tu avais une incarnation d'autoroute et que tu faisais le choix de prendre les départementales, les communales ou les nationales, au lieu de prendre l'autoroute et d'aller directement aux choses. Tu préféreras passer par l'extérieur. Par exemple, si tu as un conflit à régler, par exemple, avec la famille, tu passeras peut-être par la famille de ton ami pour aller voir les choses du côté de ta famille, mais avec un regard plus extérieur pour éviter de faire du rentre-dedans dans ta famille, pour régler le conflit.
Donc on choisit, oui, ces incarnations. Je dis pas qu'on les réussit tous. Ça dépend de comment les choix qu'on fait. Ça dépend de comment on veut évoluer dedans, si on accepte ou pas les choses, si on est prêt à recevoir les personnes qui nous sont amenées, qu'on a aussi choisi avant d'arriver. Mais on a toujours le choix. Ça, c'est... On a toujours le choix de dire oui ou de dire non. Mais le choix qui sera le plus lié à ton incarnation, ce sera les choix qui te seront guidés par ta voix intérieure. Et par tout ce que les symboles qui sont représentés dans les événements extérieurs, au niveau matériel, au niveau maladie, au niveau des rêves. Tous ces symboles-là sont des messages de ton être intérieur pour te guider sur un chemin. Donc c'est soit on fait le choix de suivre la guidance des symboles, soit on fait le choix de ne pas suivre et de faire des choix au niveau de son raisonnement terre à terre. Je veux donc je fais. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans l'univers en fait. Si tu veux, oui, mais il y a des étapes avant d'acquérir la chose. Donc oui, pour répondre à tes questions, oui. On peut pas, enfin, on peut modifier des choses si on est prêt à vouloir les modifier. Parce que comme toute chose est initiatique et que toute chose a un sens, on a à comprendre de tout. Donc du coup, modifier les choses au sens propre du terme, je suis pas sûre. Par contre, alléger les choses, oui, tu peux. Pour modifier les choses, il faut vraiment avoir une foi vraiment très très grande en l'univers et une grande confiance en soi pour pouvoir modifier la matière ou modifier les événements. J'ai eu par exemple, moi, par rapport à mon chien, pour te donner un exemple de modification, j'ai ma chienne qui s'est fracturée une dent à l'horizontale. Elle était très jeune, avec un coup de mâchoire avec un autre chien. À cette époque-là, je ne magnétisais pas encore et comme j'étais très proche de ma chienne, j'avais difficulté à magnétiser mon chien. Donc du coup, j'ai fait appel à une amie qui magnétise très très bien. Je lui ai demandé de me réparer la dent. Et ne l'ayant jamais fait, mais tout en confiance avec elle et avec le chien, elle l'a fait. Et j'ai pris des photos de ce qu'était la dent avant et après. Et la dent a été complètement ressoudée. Il n'y a aucune trace de l'impact, aucune trace de la fissure. Donc on peut régénérer les choses. Et pour régénérer les choses, il faut vraiment avoir une grande, grande, grande confiance, une grande foi en la vie. Il faut croire que toute chose est possible d'être régénérée, réparée, purifiée. On appelle ça des miracles, mais c'est vraiment une question de foi intérieure. Il faut y croire. Mais il faut y croire dans son être intérieur. Il ne faut pas y croire dans sa tête. C'est une grande différence. Voilà, je sais. Donc là, Julien, il te répond à toi. Bah, elle n'est pas destinée à vivre ce mal-être si elle fait le choix de changer ce mal-être. Tu peux pas sortir d'une... Par exemple, si tu prends le cas d'une maladie. Tu prends le cas d'une maladie, tu ne peux pas guérir autrement que par toi-même. Si dans ton esprit, une fois que la maladie elle arrive, tu te dis que tu n'es pas capable de guérir et que tu comptes seulement sur les médicaments. Les médicaments, ils vont être là pour te soigner ton corps, mais ils ne vont pas soigner l'émotion, ils vont l'endormir.
si tu prends pas la décision toi-même de te guérir, c'est difficile c'est difficile d'y arriver. Parce que tout ne tient qu'à soi. J'ai eu moi-même un cancer à l'âge de mes 18 ans. Et j'ai rêvé la veille, avant de le savoir, que j'avais un cancer à ce niveau-là où c'était en fait, sans le savoir. Donc quand je suis allée à l'hôpital le lendemain, je savais ce que j'avais. Donc je l'ai dit au médecin. Le médecin m'a expliqué la dureté des soins, au plan physique, au plan moral, au plan de plein de choses. Et je lui ai dit oui, mais tout ça, je le sais déjà. On fait. Maintenant, moi, je sais que je vais guérir parce que je le souhaite, parce que c'est mon intention et que je ne, comment dire, je n'avais pas l'intention ni de perdre mes cheveux, ni de maigrir, de me retrouver avec cette image de malade. Par rapport à l'image que pourrait avoir ma famille et qui aurait pu être très très douloureuse. Donc j'ai tout fait par ma force intérieure pour dépasser ces choses-là. Pardon. Et du coup, j'en suis arrivée que je n'ai pas maigri et que j'ai perdu juste en épaisseur de cheveux. Je n'avais pas de trous, pas de... J'avais des grosses pertes de cheveux, mais juste en épaisseur, en épaisseur. Donc ça ne se voyait pas à part sur le teint qui était jaune à cause de la chimio. Mais tout ça, c'est pour te dire que euh, on peut se sortir des choses seulement si on décide de le faire. Mais c'est pas juste une décision mentale. On ne peut pas décider et obtenir. Il y a une décision, il y a une acceptation et après il y a l'action. Euh, comment te dire? Il n'y a pas de avoir sans faire. C'est pour ça qu'on dit toujours être, faire, avoir. On est quelque chose, on veut quelque chose, mais entre les deux, il faut faire quelque chose. On ne peut pas compter que sur les autres. Alors, la loi de l'attraction. Oui, c'est exactement... c'est défini comme ça au plan des lois universelles. Après, la loi de l'attraction, aujourd'hui, elle est mal utilisée. Parce que les gens l'utilisent pour obtenir les choses. Moi, je dirais plutôt que c'est la loi du cause à effet. C'est-à-dire, il y a une cause de quelque chose, il va y avoir un effet derrière. Donc, quand on fait un acte, il y a forcément quelque chose qui arrive derrière. Quand on prend une décision, il y a quelque chose qui arrive derrière. Et c'est ces choses-là qu'il faut dépasser, qu'il faut affronter, qu'il faut vivre pour pouvoir accéder aux choses. La loi d'attraction, aujourd'hui, c'est plus utilisé pour avoir des pensées positives pour recevoir des choses positives. Obtenir des chèques d'abondance, des choses comme ça. Mais tout ça, ça reste dans l'illusion du mental. Parce que c'est sûr que ça fonctionne. Parce qu'on est là pour expérimenter. Donc, tu fais une demande à l'univers, tu expérimentes. Lui, il ne va pas te refuser l'expérience. Seulement, elle va durer qu'un temps. Parce que ce n'est pas des choses de conscience. Et qu'on est là pour évoluer en conscience. Et que ces lois d'attraction, comme elles sont utilisées aujourd'hui, ne sont pas des évolutions de conscience. Et c'est toute la différence. Donc, loi d'attraction, oui, mais il ne faut pas l'interpréter comme elle est interprétée aujourd'hui. Sinon, ça nourrit pas les mêmes états d'esprit. Et nous sommes les créateurs de notre monde nous sommes les créateurs de notre monde extérieur, oui, mais pour créer notre monde extérieur, il faut pouvoir créer son monde intérieur. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Hop.
Je détends un peu mon bras parce que... Hop. Elle est important d'utiliser avec amour et bienveillance. Oui, j'aurais pas utilisé ces termes-là parce que, encore une fois, pour moi, le terme amour est mal utilisé aujourd'hui. Je dirais que oui, que tout est une question d'intention. Plus l'intention elle va être saine, bienveillante, pure, plus les choses qu'on récoltera seront au même niveau. Mais il ne faut pas oublier que si on doit expérimenter quelque chose, euh, on doit le vivre et il faut accepter de le vivre. Si on doit se séparer, par exemple, si on reprend la relation, que ce soit amicale ou en couple, si quand chacun évolue, on évolue tous de façon différente. Donc il arrive un moment où, en général, les chemins se séparent. Des fois, ils se séparent vraiment très très large. Il n'y a plus du tout de relation, plus du tout de contact. Parfois, c'est juste une relation qui reste à distance, mais tout, quand même dans l'échange. Si pour évoluer, il faut quitter quelqu'un, que ce soit un ami, que ce soit la famille, que ce soit un amoureux, si on a choisi une incarnation où on doit arriver à un but précis et qu'on doit euh, pour le vivre, on doit se séparer de cette personne-là parce que cette personne-là ne veut pas évoluer au même rythme que nous, comme en parlait tout à l'heure Cassandra. On n'a pas le choix de laisser la personne par respect pour soi et par respect pour elle, de la laisser cheminer euh, vers ce, vers ce de ce qu'il l'appelle. On ne peut pas empêcher une personne de faire son chemin sous prétexte que nous, on veut la garder près de nous parce qu'on tient à elle, parce qu'on veut la protéger, parce qu'on l'aime, parce que aimer, c'est rendre libre l'autre et être libre de soi-même. Donc, si on aime vraiment l'autre, finalement, c'est pas une séparation. Et ça sera beaucoup plus facile de laisser l'autre cheminer et de soit prendre son chemin que de forcer les choses, parce qu'après, ça rentre dans des conflits. Donc, si on doit se séparer de la personne, ça sert à rien de pousser la porte à vouloir contrôler et maîtriser la relation, parce que si séparation doit y avoir, il y aura séparation. Et c'est là qu'on fait appel à sa sagesse, à sa compréhension des choses, pour se dire, euh, avant d'aller trop loin dans le conflit, avant de perdre vraiment cette personne, parce qu'il n'y aura plus de dialogue après, parce qu'il y aura la colère et tout qui sera rentré, euh, faire le choix de dire ok, j'accepte. Ah, hop, je remonte. Pardonner à soi-même. Ah, ça dépend quelle est la définition du pardon. Et c'est encore une chose. Mais le pardon à soi, oui, il est essentiel pour pas nourrir la culpabilité, le remords, le regret. Euh, mais pardonner, ça veut dire avoir accepté. Et accepter, ça veut dire ne plus ressentir quelque chose qui nous blesse, qui nous dérange ou qui nous fait mal. Là, on est dans le pardon. Si on revient dessus, si on a un sentiment triste, on n'est pas dans le pardon à soi-même. Parce qu'on est encore attaché émotionnellement. Donc si on est attaché émotionnellement quelque chose qui nous perturbe intérieurement, on n'est pas dans le pardon. Donc le pardon à soi-même, oui, mais encore là, c'est une étape qui demande encore des choses à faire derrière. En fait, chaque
chaque émotion qu'on peut vivre dans notre plan d'incarnation, ce sont des étapes. Et comme chaque émotion a des vastes chemins, on ne peut pas faire qu'une seule chose. J'avais fait tout à l'heure une... Attendez, je regarde. J'avais fait tout à l'heure une liste. Non, attends, je vais mettre l'écran dans l'autre côté si je peux. Voilà. Voilà. Tout ça, ce sont entre guillemets des émotions ou des personnalités. Mais toutes ces choses-là font partie de nous. On les expérimente une par une. Mais elles sont tous liées. On ne peut pas les isoler les unes aux autres. Elles sont tous liées. Donc là, j'en ai écrit quelques-unes et il y en a encore plein, hein. Mais il faut déjà savoir se reconnaître dans toutes ces choses. On en rencontre beaucoup, hein, des gens qui sont dans le mensonge, des gens qui sont égoïstes, des gens qui sont solitaires, des gens qui sont forts, des gens qui sont perfectionnistes. On en rencontre. Mais il faut se reconnaître à travers eux, suivant comment nous, on ressent leur personnalité. Parce que c'est ce que eux ont choisi d'expérimenter. Donc on ne peut pas les rejeter ou les juger. Il faut les accepter tels qu'ils sont. Je ne sais pas si je réponds bien à vos questions, mais je pense que c'est plutôt clair quand même. Dites-moi si vous avez d'autres questions à poser. Je regarde la batterie quand même. L'amour, c'est la liberté. Ouais. Pour moi, c'est comme ça que je le définis. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de liberté. Et donc, la liberté, c'est le respect. Et donc, c'est le respect de qui on est, de qui l'autre il est, des choix que l'on fait et que l'autre fait. Ça va très très loin. Et plus on travaille dans cette optique-là du respect et de la liberté, plus on se sent mieux parce qu'on se sent moins attaché, on se sent moins dépendant, on se sent moins lourd intérieurement, on est moins triste. Parce que finalement, on a un regard vers les choses qui est complètement détaché, complètement dans la compréhension. Et bah, tout ça, ça nous allège fortement. Et ça fait un bien-être fou. Pour l'expérimenter depuis longtemps, en faisant le travail intérieur sur moi, je peux confirmer que plus on se détache, mieux on se sent. Parce qu'on retrouve son indépendance, sa liberté, et c'est comme ça qu'on arrive à mieux vivre son incarnation, parce qu'on n'est plus dépendant des autres, on n'est plus dépendant du jugement, des choix des autres, de l'écoute des autres, et du coup on est plus dans une écoute intérieure, dans une guidance intérieure, et du coup on est plus en relation avec soi-même. Et c'est là qu'on est plus apte à vivre vraiment son incarnation. Sachant quand même que quoi qu'on vive, tout est synchronisé. Donc, peu importe ce qu'on fait, il y a toujours deux possibilités d'agir. Et, entre guillemets, je veux dire, on a toujours le choix, on a toujours l'occasion de s'en sortir. Il y avait jamais rien qui est fatal. Parce que tout remue sans cesse, tout évolue sans cesse. Et donc, il n'y a rien qui est fixé au sens propre du terme. C'est notre liberté intérieure, le libre arbitre. De dire, bah, ok, là aujourd'hui, j'accepte, j'ai fait le choix de. Ou ok, non, je suis pas encore prêt, donc j'attends encore. Quitte à souffrir encore un peu, mais je préfère attendre le second rond-point pour faire mon choix. L'incarnation, c'est vraiment pas.
c'est pas facile dans notre monde ici parce qu'on a accès à tout. On a accès à une multitude de choses et de potentialités, plein d'ouvertures. Euh, mais en soi, à l'intérieur, quand on est vraiment libre, quand on travaille sur sa liberté intérieure, c'est quand même beaucoup plus facile. Il faut déjà accepter le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est déjà un travail parce que suivant dans quel pays on est, ça peut être vraiment très très difficile d'accepter certaines choses. Mais comme tout est initiatique, pardon, euh, une fois qu'on a compris ça, en fait, que tout était là pour nous enseigner quelque chose, euh, on le vit moins durement. Je dis pas qu'on n'est pas touché, mais comme on a une compréhension, ben on est déjà quand même ouais, beaucoup plus allégé quand même. On a beaucoup plus de recul par rapport aux choses. Donc on est moins affecté. Si vous avez des questions par rapport à ça ou d'autres questions par rapport au thème d'aujourd'hui, ah, attends. J'avais fait aussi un autre petit truc euh, pour vous parler du comment ça s'appelle le multiple en soi. Donc le fait que les autres le fait que les autres soient un reflet de soi et qu'on est tous utiles les uns aux autres, qu'on est tous reliés, que ce soit par une émotion, une vie antérieure ou par... On est tous reliés par quelque chose. Donc j'avais fait un petit croquis pour vous montrer quelque chose. Donc je vais changer la caméra. Attends, t'as écrit quoi? D'où viennent les déjà vus, mais sûrement de vie antérieure où tu as déjà vécu ça avec la personne. Et du coup, tu le revis parce qu'il y a encore quelque chose à régler dans cette relation-là. Tu peux avoir un déjà vécu dans un lieu euh, parce que dans une vie antérieure, tu as habité à cet endroit-là où tu es lié. Je sais pas, tu peux très bien, par exemple, aimer l'Égypte, avoir un amour pour les pyramides ou pour l'Égypte, sans pour autant savoir pourquoi dans ta vie ici tu as ça, parce que tu n'as pas de famille de ce côté-là, ou tu n'as pas de relation plus que ça par rapport à ça. Mais il suffit que tu ailles en Égypte pour pouvoir comprendre. Et une fois que tu seras sur le lieu, tu pourras ressentir que là, il y a comme un retour de chez soi en fait. Parce qu'il y a déjà un vécu qui a été... la mémoire de ton vécu, elle est restée là-bas en fait. Le monde, lui, il évolue au plan de la Terre sans cesse. Nous, quand on meurt, on se réincarne des fois. Il y en a, ils se réincarnent aussitôt, puis il y en a, ils se réincarnent longtemps après. Mais tu peux très bien avoir vécu en Égypte en l'an 1050 et te réincarner là en 1980. Mais si tu vas en Égypte en voilà, cette année 2018, tu reconnaîtras cette vibration qui va te parler parce que tu auras vécu dans une vie antérieure en Égypte. Mais c'est seulement sur le lieu que tu peux le ressentir. C'est pour ça entre la décision de quelque chose ou quand il y a un questionnement, il doit y avoir une action derrière pour le comprendre. Donc si par exemple on avait un questionnement par rapport à pourquoi il y a l'Égypte qui m'appelle, ben c'est seulement si on y va qu'on le saura. Ça, c'est pas les autres qui vont nous l'apporter. Parce qu'il faut le vivre. Les choses, il faut les vivre pour les ressentir et pour pouvoir les comprendre. Il n'y a qu'à travers soi que ça passe. Oui, pour l'eau, c'est très très important de faire les choses telles qu'on les ressent
et de ne pas se sous-estimer parce que l'estime de soi, en fait, elle baisse quand on compte sur les autres. C'est pour ça que je parle de liberté intérieure, parce que plus on se détache, plus on se recentre sur soi et plus on peut s'estimer parce que du coup on est moins affecté par le jugement d'autrui ou par les choix d'autrui. D'où le fait, tout à l'heure on parlait de, de séparation entre un ami ou la famille ou un mari. C'est important de s'écouter intérieurement pour pouvoir faire les choix qui sont en relation avec ses désirs intérieurs et pas les désirs des autres. Parce que les choix des autres peuvent être plus terrestres et les nôtres peuvent être plus spirituels, plus intérieurs. Et du coup, ben, y a un déséquilibre qui se fait. Parce que si on fait le choix pour l'autre, il y a un moment ou un autre, on ne se sentira pas bien parce qu'il y a quelque chose en nous qui ne résonnera pas. Oui, donc je voulais vous montrer le petit croquis. Hop. Voilà, donc par exemple, si dans notre incarnation, on est venu expérimenter nos peurs inconscientes. Donc on va rencontrer ces personnages-là. Donc là j'ai inventé Luc, Léa, Paul, Yann, Lucie et Lydie. Donc on va rencontrer ces personnes-là durant notre incarnation, qui eux vivent ces expériences-là. Hop. Et vous pourrez remarquer que... Donc je vais vous laisser réfléchir un petit peu. Toutes ces choses-là sont liées entre elles. Le rejet est lié à l'empathie. La violence est liée à la sensibilité. Ou inversement. Hein. Et l'autorité avec l'estime de soi. Le rejet avec la violence avec l'autorité, l'estime de soi, sensibilité, empathie. Si on prend un exemple, donc on est venu expérimenter ces peurs inconscientes. Donc ces personnes-là, par exemple, sont venues nous révéler une peur particulière. Est-ce que, alors sans compter ce que j'ai écrit là, hein, est-ce que de là où vous êtes, vous pouvez trouver, avec les mots qui sont là, quelle est la peur qui va être révélée à travers ces choses-là? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je pense que c'est... on voit bien à l'écran. Quelle peut être la peur qui nous est révélée à travers ces personnes qu'on va rencontrer dans la vie? Et qui vont nous faire ressentir toutes ces choses-là. Estime de soi, rejet, violence, autorité, empathie, sensibilité. Est-ce qu'il y en a un de vous qui arrive à trouver cette peur? Alors, vous trouvez ou pas? Vous avez une idée? Alors, si on prend l'abandon, bidouche, est-ce que tu penses vraiment que... ah voilà, là, il faut prendre vraiment l'ensemble de toutes les choses pour retrouver une seule peur. Je vais vous aider. Si on souffre du rejet, c'est relié à quelqu'un à l'extérieur de soi.
Si on souffre du rejet, ça veut dire qu'on a peur d'être rejeté. Si on souffre de l'empathie, on a peur de ressentir l'autre. Et donc indirectement de ressentir ses propres émotions. Là, c'est la même chose au niveau sensibilité. On a peur de notre émotivité, de notre être sensible, qui est relié à l'autre, ce que l'autre nous renvoie. La violence, c'est encore l'autre qui nous la renvoie. Ici, on a l'autorité. C'est encore lié à l'autorité extérieure. L'estime de soi. Quand on a une perte d'estime de soi, c'est l'autre encore qui nous le renvoie. Donc ici, dans mes peurs inconscientes, à travers ces personnes-là, nous avons la peur de l'autre. Mais la peur de l'autre, c'est la peur de soi. Vous pouvez voir que, et pour vous expliquer que tout est lié, par exemple, Luc peut souffrir du rejet à cause d'une violence vécue, à cause de la violence que Léa va lui renvoyer, qui elle-même que elle-même vit à travers l'autorité qu'elle a vécue, qu'elle vit avec que Paul lui renvoie. Je ne sais pas si ça c'est clair pour vous. Toutes les personnes ont un lien entre elles, autant dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans les sens comme ça, dans tous les sens, elles sont toutes liées entre elles par rapport à la peur. On a du mal à avoir de l'estime de soi quand on a du mal avec l'autorité. Parce que si on est faible, qu'on a peur, on va se laisser affaiblir par l'autorité. Si on est trop sensible, on va se laisser affaiblir par la violence. Si on est trop dans le ressenti, dans l'empathie, on va être trop sensible au rejet qu'on va pouvoir ressentir. Donc pour avoir ces choses-là, par exemple, pour comprendre le rejet et le ressenti, en fait c'est des étapes de... Ces trois mots-là sont les étapes que je donne en termes de mots pour avoir l'acquis par rapport à la peur qui va être identifiée. Donc d'abord, il faut comprendre la peur. Il faut comprendre d'où elle vient, il faut comprendre pourquoi qu'elle est là et qu'est-ce qu'on a à en tirer. Donc ça va être donc pour avoir la compréhension, il va falloir comprendre le rejet de l'autre. Et pour que lui comprenne l'empathie de l'autre, il va devoir travailler sur son rejet de l'autre pour être plus empathique. Une fois que les deux auront fait la compréhension, il va y avoir le passage de l'intégration. Ce que j'appelle l'intégration, c'est le passage du vécu, du ressenti, où on intègre cette compréhension en soi. Ça veut dire on l'accepte. On l'accepte comme une part de soi. Du coup, on commence à ressentir les choses. D'où la violence et la sensibilité, qui sont deux choses complètement, en termes de mots, opposés, mais très très liées. C'est deux choses extrêmement sensibles. Une fois qu'on aura ce ressenti, cette acceptation intérieure de la compréhension et de l'autre, on va passer au terme de l'expérimentation. Donc, on va expérimenter cette peur. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, si c'est la peur des autres, on aura le choix ou de prendre le chemin de l'estime de soi, et donc on va se libérer de cette peur, ou on prend le chemin de l'autorité et on recommence à zéro pour retravailler la peur. Une fois qu'on a équilibré cette expérimentation, qu'on n'est plus affaibli par l'autorité, qu'on l'accepte comme une part de soi et qu'on utilise cette autorité pour élever son estime de soi, on arrive dans un acquis. Et cet acquis, c'est l'acceptation
Désolée pour l'écriture. C'est l'acceptation de qui on est. L'acceptation de qui on est à travers toutes ces personnes-là. Liées à la peur inconsciente qui est ici liée à la peur de l'autre. Mais la peur de l'autre, c'est la peur de soi. Donc, ici, c'était la peur de l'autre. Ici, c'est la peur de soi. La peur de son côté, de ressentir l'autre. Donc, en fait, de ce côté tout sensitif et intuitif. Et du coup, d'avoir trop de côté féminin, on va dire. Mais du coup, on se sous-estime si on a peur de ça. Et c'est à travers ces choses-là, ces choses masculines, qu'on va arriver à relever ces choses basses du côté féminin. Mais les deux ne font pas... les deux sont liés, on ne peut pas prendre l'une sans l'autre. Sachant qu'ils sont tous liés dans tous les sens. Donc quand l'autre est un reflet de soi, c'est ça que moi j'entends. C'est que on a besoin de... Même si on souffre de peurs qui sont très très lourdes vis-à-vis de l'autre, si on accepte tous ces personnages qui rentrent dans notre vie avec leurs traits de caractère, on arrive à quelque chose de positif. Et pour ça, il faut comprendre ces personnes-là. Donc, il ne faut pas être dans le jugement, il ne faut pas être dans l'émotionnel. Il faut prendre du recul pour avoir une compréhension globale de la chose. Donc ça, c'est l'introspection. C'est ces moments de solitude, de retour à soi pour vraiment ressentir la chose. Là, après, on est dans une semi-acceptation où on commence avec la compréhension, à accepter cette part en soi. Et pour savoir donc si on l'a vraiment accepté, on expérimente. Et c'est à ce moment-là qu'on sait si on a réussi ou pas, entre guillemets. Si on n'est plus affecté par l'un ou par l'autre, on a réussi l'étape. Et ça, c'est bon. Enfin, il y a encore plus d'étapes, hein, peut-être. Mais ça, c'est bon pour chaque émotion qu'on a pu voir tout à l'heure dans la liste. Est-ce que ça a été assez clair pour vous, le petit exemple du reflet de l'autre, de soi? Hop. Je me recale, hein. J'étais décalée. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir arrêter bientôt la vidéo. Il est quelle heure? 6h moins 20. Tout dépend de vous si vous avez encore des questions par rapport au croquis ou par rapport au thème d'aujourd'hui ou par rapport à nos discussions tout à l'heure. Voilà, je vous attends parce que comme on a un petit décalage au niveau de moi de la réception de vos écrits et vous peut-être de la réception de la vidéo. Merci Polo, c'est gentil. Je fais du mieux que je peux avec le téléphone, parce que tu sais bien que j'aime bien voir les personnes devant moi. Mais on fait ce qu'on peut à distance, donc si ça marche comme ça, c'est super. Ah bah super, si j'ai répondu à tes questions. Mais je pense que tout ça va ruminer un petit peu dans les esprits de chacun. Et je referai une autre vidéo sur un autre thème au mois de décembre. Donc je reproposerai le thème de rêve onirique. Et avec un autre, je vais voir ce que je vais vous proposer. Il y aura encore donc un sondage où il faudra voter pour le thème choisi. Et la vidéo sera prévue un dimanche de décembre, donc mi-décembre, je sais pas, j'ai pas regardé le calendrier, mais
Ou peut-être un vendredi soir, je sais. Non, je pense qu'un dimanche, ce sera mieux. Donc voilà, si vous avez plus de questions, je vais tenter d'enregistrer la vidéo et de la partager sur la page, en espérant ne pas effacer. Ouais, voilà. Donc sinon, bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Pour ceux qui verront le replay, bah, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider et que mon accent du Nord sera bien passé. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions pour le prochain thème. Restez connectés. Et puis, ben voilà, bonne soirée à tous. On se revoit sur la page pour les publications, pour les citations. Euh, et puis, si vous avez d'autres questions, bah, peut-être que vous pourrez les poser sous la vidéo quand elle sera enregistrée. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Voilà, je vais essayer de faire au mieux pour ne pas effacer la vidéo et pour qu'elle soit disponible en replay. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci pour vos questions, merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.